Il est 20h52 le 11 juillet 2015, au cœur de l'une des prisons les plus sécurisées au monde. Un gardien solitaire entre dans la cellule 20, sa lampe de poche perçant l'éclat des lumières de surveillance implacables. Il balaye les murs de béton, l'évier en acier inoxydable, la cloison de douche haute comme la poitrine, et la trouve vide. Aucun signe de lutte, aucune trace de violence, juste le silence. À cet instant, El Chapo disparaît comme un fantôme à travers une forteresse construite pour être inviolable. Il n'a pas été sorti clandestinement dans un chariot de linge, malgré l'histoire officielle. Il n'a pas maîtrisé un seul gardien. Au lieu de cela, El Chapo a exploité le seul défaut qu'aucune caméra ne pouvait saisir, le minuscule angle mort derrière le mur de sa douche, et s'est glissé les pieds en premier dans un trou à 33 pieds sous terre, une échelle, une moto qui l'attendait, un tunnel de 1,5 km renforcé de bois et éclairé par des ampoules tamisées l'ont mené dans la nuit. Au moment où les alarmes ont finalement hurlé, il était déjà parti, avalé par l'obscurité qu'il avait orchestrée. C'est ici que commence notre histoire, non pas avec la révélation grandiose de l'évasion d'un baron de la drogue, mais dans ce battement de cœur de tension. Le moment où un homme se lève devant des caméras braquées sur lui, marche derrière une simple cloison de béton et s'évanouit. Au cours des prochaines minutes, vous verrez comment El Chapo a transformé l'ingénierie en forme d'art, la corruption en outil de précision, et les murs de prison en rien de plus qu'une porte. Bienvenue à la prison d'Altiplano, aujourd'hui l'établissement le plus sécurisé du Mexique. Mais cette nuit-là, ce n'était que l'acte d'ouverture de la plus grande évasion d'El Chapo. Caché dans les hautes plaines du centre du Mexique, se trouve Altiplano, une forteresse sans retour, une machine construite pour effacer l'évasion. Encastré dans du béton armé d'acier, de près d'1 mètre d'épaisseur, Altiplano se dresse dans l'isolement. Son périmètre est patrouillé jour et nuit par des gardes armés. Des tours de guet transpercent le ciel, chacune occupée par des tireurs d'élite, avec l'ordre de tirer pour tuer. L'espace aérien est restreint, le sol est verrouillé, et un rayon de 10 km de brouillage de signal noie tout murmure vers le monde extérieur. À l'intérieur, c'est un labyrinthe de contrôle. 20 portes électroniques. Chacune, un point de contrôle de suspicion. Chaque centimètre est sous l'œil d'une surveillance impitoyable, caméra haute résolution, détecteurs de mouvement et gardes armés qui ne clignent jamais des yeux. Les cellules, 60 pieds carrés de silence de béton, un lit, un bureau et des toilettes fusionnés dans les murs. Aucune douceur, aucune évasion. Les détenus vivent dans un isolement si extrême qu'ils frôlent la privation sensorielle. Aucune cour commune, aucun contact décontracté. Même les murs sont conçus pour bloquer la vision, pour effacer le concept d'un autre être humain. À l'extérieur, des véhicules blindés de transport de troupes se tiennent prêts, non pas pour des émeutes, mais pour la guerre. Il n'y a aucun moyen de sortir par terre, aucun moyen par air. Sous terre, c'est une autre histoire. En bref, ce n'est pas seulement la prison la plus sécurisée du Mexique. C'est un endroit construit pour s'assurer qu'une fois à l'intérieur, vous disparaissez. Altiplano n'était pas seulement une prison. C'était une forteresse conçue pour contenir le pire du pire. Des couches d'acier, de béton, de surveillance, d'isolement. Personne ne s'était jamais échappé, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'un homme arrive. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, né le 4 avril 1957, dans un village oublié appelé La Tuna, enterré profondément dans les montagnes de la Sierra Madre. La pauvreté n'était pas une condition, c'était une sentence. Et à La Tuna, les enfants ne rêvaient pas de sauver des vies. Ils rêvaient de faire passer la mort en contrebande. Ils l'appelaient El Chapo, Shorty, se moquant d'une taille qui n'a jamais dépassé 1,67 m,
Mais ce qui lui manquait en taille, il le compensait en volonté. Il a abandonné l'école avant de finir les bases. L'éducation n'était pas son chemin. Les champs de pavots l'étaient, les plantations de marijuana, le business de la douleur. Dès le début, il était différent, calculateur, concentré. Il a construit des alliances avec des vétérans du cartel, observant, apprenant, attendant. Puis il a bougé, non pas comme un soldat, mais comme un stratège, un fantôme, un roi en devenir. Il allait diriger le cartel de Sinaloa, un empire de narcotiques, de sang et de peur. Trafiqué par tonnes, déplacé à travers les frontières avec une précision militaire. Impitoyable, intouchable, craint, mais même un roi a des murs à briser. Et Altiplano était sur son chemin. Il avait été ici auparavant, entouré de portes d'acier, de gardes armés et de béton froid. Mais ce n'était pas sa première fois en cage. Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, a été arrêté pour la première fois le 9 juin 1993, après une fusillade sanglante à Mexico où un cardinal catholique a été abattu par erreur. Il a fui au Guatemala, mais pas pour longtemps. Les autorités guatémaltèques l'ont attrapé. Quelques jours plus tard, elles l'ont remis au Mexique. Il a été enfermé à Puente Grande, 20 ans. C'était la sentence. Mais El Chapo ne fait pas de temps. Il le contrôle. Même derrière les barreaux, il dirigeait toujours le cartel de Sinaloa. Pas discrètement, effrontément. Il a acheté le silence des gardes, du directeur, du personnel. Tout le monde avait un prix, et il le payait. Des millions. En retour, il vivait comme un roi. Alcool, femmes, festin, téléphone, ses 2 épouses, ses maîtresses. Elles allaient et venaient comme bon leur semblait. Sa cellule, juste un autre bureau. Il ne purgeait pas de peine. Il gérait un empire. Puis, en 2001, quelque chose a changé. La Cour suprême mexicaine a approuvé une loi pour extrader les criminels de haut profil vers les États-Unis. El Chapo savait ce que cela signifiait. Il était temps de disparaître. La version officielle de son évasion est presque théâtrale. Un gardien de prison le fait passer en contrebande dans un chariot de linge, le pousse à travers un couloir, passer les points de contrôle, et dans la cour de la prison. Personne ne les arrête. Le gardien charge le chariot dans le coffre d'une voiture, monte au siège du conducteur et sort par la porte d'entrée. La sécurité fouille le véhicule. Aucune question posée. Le coffre n'est jamais ouvert, mais c'est juste ce qu'ils veulent nous faire croire. Les journalistes d'investigation n'y croient pas. Certains soulignent que la prison était équipée de capteurs de chaleur, de détecteurs de mouvement, de systèmes si sensibles qu'ils pouvaient détecter un chat errant. Si cette histoire était vraie, les alarmes se seraient illuminées comme des feux d'artifice, mais personne n'a entendu un son. El Chapo a disparu. Pendant 13 ans, il était un fantôme, se déplaçant entre des cachettes au sommet des montagnes, des tunnels souterrains et des ranchs fortifiés. Pendant tout ce temps, son empire a explosé en ampleur. Il a inondé l'Amérique de milliards de dollars de cocaïne. Le cartel de Sinaloa a avalé les territoires rivaux. Au moment où les autorités se sont rapprochées, ce n'était pas seulement le cartel le plus puissant du Mexique, c'était la plus grande opération de trafic de drogue de l'histoire, plus grande que le cartel d'Escobar. Puis est venue la percée. En 2014, les services de renseignement américains ont tracé un signal. Le garde du corps d'El Chapo, El Condor. La piste menait à Mazatlan, une ville côtière sur le Pacifique. Les forces spéciales de la marine mexicaine sont intervenues. Le 12 février 2014, après 13 ans de silence, ils l'ont tué. Mais cette fois, il n'y aurait pas de seconde chance, pas de pot de vin, pas de chariot, pas d'évasion. Ils l'ont envoyé dans une prison d'où personne ne s'échappe, où les portes ne s'ouvrent pas, où les rois tombent. La prison d'Altiplano. Du moins, c'était le plan.
Voici Altiplano, une forteresse construite dans un seul but, encager les criminels les plus dangereux vivants. Ici siège El Chapo, autrefois le fugitif le plus recherché au monde et parmi ces hommes les plus riches, condamné à passer chaque dernier souffle dans ces murs froids et claustrophobes. Toute son existence réduite à une cellule de 60 pieds carrés. À peine assez de place pour marcher, encore moins pour comploter une évasion. Une caméra solitaire, ne clignant jamais, capture chacun de ses mouvements depuis un coin sombre. L'ameublement est minimal. Un lit métallique étroit coincé contre un coin, un évier en acier inoxydable à ses pieds et une zone de douche ouverte austère. Entre l'évier et la douche se dresse une cloison de béton haute comme la poitrine. Un petit geste d'intimité dans un endroit où l'intimité n'existe pas. Altiplano se vante de murs de béton renforcés, d'éclairage implacable, d'insonorisation, de détecteurs de mouvement et d'inspection de sécurité inflexible. Pour tout autre prisonnier, le mur est insignifiant, mais pour El Chapo, il symbolise quelque chose de bien plus dangereux, l'espoir. El Chapo sait qu'aucune prison ne peut vraiment l'encager. Il est un milliardaire enfermé derrière des barreaux, surveillé par des gardes gagnant moins de $600 par mois. De la petite monnaie pour lui. N'importe où ailleurs, sa fortune pourrait acheter la loyauté, un chemin facile, ou même une porte grande ouverte, comme elle l'avait fait en 2001. Mais Altiplano n'est pas n'importe quelle prison. Les gardes ici sont méticuleusement choisis. Des yeux regardent constamment chacun de leurs mouvements. L'argent seul n'ouvrira pas ses portes. Pourtant, le vrai danger n'est pas les murs autour de lui. Il vient de l'extérieur, implacable et imparable. Les États-Unis se rapprochent, faisant pression sur le Mexique pour l'extradition. Si El Chapo atterrit dans un supermax américain, son empire s'effondre instantanément. Plus de cartels, plus de pouvoir. Le temps s'épuise. Pour El Chapo, c'est simple, s'échapper ou tout perdre. El Chapo a un plan, mais d'abord il doit faire passer un message qui ne peut susciter le moindre soupçon. Pour cela, il se tourne vers la seule personne que les autorités ne soupçonneront jamais, sa femme dévouée, Emma Coronel. Elle devient sa messagère silencieuse, déplaçant l'information passer les couches de surveillance avec précision. Le message est simple, mais la tâche est monumentale. El Chapo sait qu'il n'y a qu'un seul angle mort dans sa cellule, un coin étroit derrière la cloison de béton de la douche, juste hors de vue de la caméra de sécurité qui ne cligne jamais. C'est à peine quelques pieds carrés, mais pour lui, c'est tout. S'il y a un espoir d'évasion, le tunnel doit percer le sol ici, n'importe quel autre endroit, et toute l'opération s'effondre avant même de commencer. Mais ce genre de travail nécessite plus que de la chance. Il exige de l'expertise. C'est là que Damaso López Núñez, El Licenciado, entre en scène. Un ancien directeur adjoint de la sécurité à la prison de Puente Grande, Núñez était autrefois l'homme de l'intérieur. Après avoir pris la chute pour la précédente évasion d'El Chapo, il a été exilé, disgracié et laissé sans rien sauf la confiance de l'homme le plus recherché du cartel. Des années de corruption et de faveurs clandestines avaient déjà lié Núñez au monde de Guzmán. Pendant plus d'une décennie, il a gravi les échelons, devenant chef d'état-major et ami de confiance. Maintenant, il livre ce que personne d'autre ne pourrait, les plans de la prison la plus sécurisée du Mexique, Altiplano. Personne ne sait exactement comment Núñez les a obtenus, corruption, menaces ou secrets échangés dans l'ombre. Peu importe. La seule chose qui compte maintenant est la précision. Chaque étape, chaque détail, chaque seconde doit être parfaite. Pour El Chapo, il n'y a aucune marge d'erreur, un mauvais calcul. Et tout se termine dans les chaînes. El Chapo a besoin d'un tunnel. Pas n'importe quel tunnel. Une bouée de sauvetage taillée directement vers le seul angle mort de sa cellule, la douche. Mais
Comment creuser sous la prison la plus sécurisée du Mexique, entourée de terres agricoles vides et rien d'autre pendant des kilomètres? Ici, tout ce qui est inhabituel est un phare. D'abord, ils ont besoin de précision. L'équipe d'El Chapo, dirigée par Núñez, glisse une montre GPS dans la prison, cachée dans un paquet de nourriture livré avec l'aide de sa femme, Emma. Maintenant, ils savent exactement où creuser. Le tunnel ne peut pas commencer à l'intérieur. Il doit venir de l'extérieur. Les hommes de Núñez se font passer pour des acheteurs immobiliers, parcourant la campagne, cherchant le seul endroit parfait. Après des jours de chasse, ils le trouvent. Un petit terrain à Santa Juanita, à un peu plus d'1 kilomètre, assez proche pour un tunnel, assez loin pour éviter les soupçons. Ils achètent le terrain sous un faux nom. Puis vient la couverture. En surface, un simple chantier de construction, juste une autre maison qui monte. En dessous, le vrai travail commence. El Chapo ne laisse rien au hasard. Chaque étape, précise. Chaque ordre, absolu. L'échec n'est pas une option. Mais il n'agit pas seul. Sa main droite, son ami le plus digne de confiance, Núñez, exécute chaque commande. Núñez choisit à la main l'équipe, seulement les meilleurs, les creuseurs les plus dignes de confiance du cartel, tirés de l'ombre. Mais l'expérience ne suffit pas. La perfection exige plus. Suivant les ordres d'El Chapo, Núñez les envoie à travers le monde en Allemagne. Là, dans les entrailles de l'ingénierie criminelle, il s'entraîne sous les maîtres, apprenant comment tailler un tunnel à travers la terre sans un son, comment l'empêcher de s'effondrer, comment disparaître sous le sol, invisible au monde au-dessus. Mais même cela ne suffit pas. Núñez acquiert l'outil ultime, la station totale Leica, guidée par laser, impitoyablement précise. Avec cela, l'équipe peut couper à travers la Terre avec moins d'un demi-pouce d'erreur. Chaque pouce calculé, chaque mouvement mesuré. Ce n'est pas un pari. C'est un plan d'évasion, conçu avec une précision froide, exécuté par les seuls hommes en qui El Chapo a confiance. La connaissance est établie. Les outils sont alignés. L'emplacement, verrouillé. Maintenant, ça commence. La prison d'Altiplano n'est pas un jeu d'enfant. Il n'y a pas de pot de vin, pas de luxe, juste du béton, de l'acier et des règles, appliquées à la lettre. Ici, El Chapo est enfermé 23 heures par jour. Pas de sport, pas de distraction. Un traceur GPS se fixe à sa cheville, surveillant chaque battement de cœur, chaque pas. Il fixe le coin de sa cellule, le point où l'évasion commence, où tout se termine. Le doute s'infiltre. La paranoïa grandit, parce qu'il y a une variable qu'il ne peut pas contrôler. À Altiplano, les détenus à haut risque sont mélangés de cellule en cellule, au hasard, pour tuer tout espoir d'évasion. El Chapo n'a pas été déplacé, pas une fois. L'horloge tourne. N'importe quel jour, ils viendront pour lui. Et s'ils le font, tout le plan meurt. À 1 kilomètre de là, dans l'ombre de la prison, 12 hommes creusent. Les Fils de Guzman, Joaquin Jr., Alfredo, Ivan et Ovidio dirigent l'opération. Ils ont étudié les plans, cartographié chaque pouce de la prison et ciblé le couloir exact à l'extérieur de la cellule d'El Chapo, le tunnel. 2 pieds et demi de large, 5 pieds et demi de haut. Juste assez pour qu'El Chapo bouge vite. Pas de courbure, pas de retard. Marteau-piqueur et pioches à main sont les seuls outils. Les machines lourdes seraient du suicide. Le bruit les trahirait. À 33 pieds, sous la surface, ils griffent à travers la terre, heure après heure. Mais le temps n'est pas de leur côté. Chaque jour, chaque pelletée risque tout. L'oxygène s'amincit quand le tunnel s'étend plus profondément. Ils installent un système de ventilation, tuyaux PVC, courant sur la longueur du tunnel pour les maintenir respirants. Ensuite, les rails entrent. Une petite moto, dépouillée jusqu'au cadre,
égréés pour traîner la terre dehors. Chaque travailleur dégage 120 pieds cubes de terre par jour. 12 hommes, tournant à travers l'obscurité, équipe après équipe, 1440 pieds cubes de terre chaque jour. C'est une montagne, et une montagne est difficile à cacher. Donc, 2 hommes mélangent la terre fraîche avec la terre de surface, la déguisant, l'étalant, la rendant invisible aux patrouilles qui circulent jour et nuit. Ils ont besoin de lumière, mais rien d'évident. En 2 jours, 300 ampoules tamisées et personnalisées illuminent le tunnel, 700 de plus emballées et en attente, prêtes à éclairer le chemin quand il grandit. L'énergie vient d'un générateur, caché dans une fosse de barbecue factice, sous une bâche de camouflage. La maison sûre au-dessus ressemble à n'importe quelle autre, juste une autre maison familiale. Quand la police passe, ils ne voient rien, ne sentent rien, ne soupçonnent rien. L'opération est parfaite, pas d'erreur, pas de bruit, pas de signe. Le tunnel se rapproche de la cellule d'El Chapo, le temps s'échappe, et pendant 17 mois, personne ne voit rien. 13 mois, c'est le temps qu'il a fallu pour percer les murs de la prison la plus sécurisée du Mexique. Pendant plus d'1 an, une équipe a travaillé en silence, sculptant un tunnel sous le sol, 1,5 km de long, 1,7 mètres de haut, renforcé de bois, câblé avec des lumières, l'air coulant à travers un système de ventilation personnalisé. Une opération de 5 millions de dollars, chaque étape calculée. Mais la partie la plus difficile n'est pas le creusage, c'est de savoir exactement où faire surface. À l'intérieur de la prison, les couloirs tournent et se retournent. Un labyrinthe baigné par des caméras, sauf pour un angle mort, le coin de douche à l'intérieur de la cellule d'El Chapo. Atteindre cet emplacement précis d'en bas semblerait impossible, mais El Chapo avait de l'aide, un dispositif de station totale, une montre GPS, passée en contrebande par Emma, verrouillée sur sa position. Sous terre, l'équipe attend le signal, le GPS clignote, ils ont leur marque. Maintenant vient la phase finale, un puits vertical, 10 mètres tout droit, connecte tunnel à cellule. Une échelle métallique est ancrée en place, au-dessus du sol, les gardes patrouillent. En dessous, chaque détail a été répété, tout est prêt. Tout ce qui reste est de rendre l'évasion réelle. Mais alors que l'horloge compte à rebours, une autre menace émerge. Le 25 juin 2015, les États-Unis ont envoyé au Mexique une demande formelle, extrader El Chapo. Plus de rumeurs, plus de spéculations, c'est officiel. Et dans le monde du droit international, ce genre de mouvement a du poids. Le Mexique ne peut pas simplement hausser les épaules, ignorer les Américains, et il y aura des conséquences politiques, légales, peut-être plus. Il y a un traité, une attente. Quand les États-Unis exigent, le Mexique est supposé répondre. Et maintenant, le procureur général, Aurelio Gómez González, est devenu public. Il ne fuit pas de secret, il envoie un message. Le temps s'épuise. La seule sortie d'El Chapo maintenant est à travers ce tunnel. Les murs se referment et le prochain mouvement doit être parfait. Plus de temps, El Chapo doit agir. Maintenant, 3 semaines après que le plan a été mis en mouvement, la date arrive. 11 juillet 2015. Il est 20h52. El Chapo s'assoit sur son lit, immobile comme une statue. La caméra de surveillance capture tout, chaque mouvement, chaque son, même le bruit en dessous. Vous l'entendez. Une série de coups forts et rythmés résonnant d'en bas. Il se lève, il marche, il s'arrête à la douche, se baisse, puis retourne au lit. Lentement, il met ses chaussures. Il s'assoit un moment, pensant. Puis, sans hésitation, il marche derrière le mur de douche, hors de vue de la caméra. Et comme ça, El Chapo est parti. À l'intérieur d'Altiplano, le creusage devient plus fort. Les marteaux piqueurs martèlent, les chariots métalliques cliquettent. Le bruit est partout, mais personne ne sait d'où il vient. Pas les détenus,
pas les gardes. Un garde marche dans le couloir, le son maintenant assourdissant. Il se dirige vers la cellule d'El Chapo. À chaque pas, le bruit augmente. Puis, soudainement, silence. Il déverrouille la porte. La cellule est vide. El Chapo est parti. Les alarmes hurlent. Les lumières rouges clignotent. Les gardes claquent les portes, verrouillant la prison. Ce n'est pas juste une évasion, c'est El Chapo. Au moment où El Chapo entre dans la cabine de douche, sans hésitation, il se laisse tomber à genoux et glisse les pieds en premier dans un trou à peine d'un demi-mètre de large. 1 mètre en bas, ses pieds trouvent le premier barreau d'une échelle qui attend. Il descend, 10 mètres, dans le silence de la terre. En bas, quelqu'un attend, très probablement son beau-frère. Pas de mots, juste un signe de tête. Il monte sur une moto. Les moteurs ronronnent. Le tunnel s'étend sur 1,5 km. L'obscurité les avalant alors qu'ils disparaissent sous la prison. À 1 kilomètre des murs imposants de la prison d'Altiplano, une figure sombre a émergé silencieusement de la terre. El Chapo a jeté son uniforme de prison avec une hâte calculée et s'est glissé dans des vêtements ordinaires et discrets. Un camion pick-up tournait au ralenti à proximité, moteur ronronnant doucement, attendant le plus notoire évadé que le Mexique ait jamais vu. Le camion a bougé calmement, se glissant inaperçu hors du chantier de construction mis en scène, se fondant parfaitement dans la nuit. Quelques minutes plus tard, Guzman a été rapidement transféré à un 18 roues non marqué garé discrètement à la périphérie. Le camion lourd a rugi silencieusement à la vie, sortant de Toluca et taillant un chemin à travers l'obscurité pendant 2 heures implacables jusqu'à ce qu'il s'arrête dans la ville silencieuse de San Juan. Cachée par les ombres, une piste d'atterrissage distante attendait avec 2 avions privés, l'un un leurre intelligent, l'autre le vrai billet d'El Chapo vers la liberté. Avec une précision calculée, Guzman a embarqué dans l'avion piloté par un confident de confiance. Quelques instants plus tard, les roues ont décollé de l'asphalte et El Chapo a disparu une fois de plus dans le ciel infini. Toluca, la ville se réveille brusquement. L'alarme d'Altiplano a déclenché une crise. En quelques minutes, l'aéroport international de Toluca est scellé. Des barrages routiers coupent à travers chaque artère majeure, gelant le mouvement entrant et sortant. C'est plus qu'une brèche, c'est une disgrâce nationale. Le Mexique se tient humilié et alors que le choc se pose, l'ordre est clair, commencer la chasse. Personne ne se repose jusqu'à ce qu'il soit trouvé. La nuit où El Chapo s'est échappé, le président du Mexique est à des milliers de kilomètres en voyage d'affaires officiel en France. La nouvelle éclate, humiliation instantanée. Le monde regarde. En quelques minutes, le président ordonne à son ministre de l'Intérieur de rentrer. Prendre le contrôle, trouver Guzman, maintenant. Mais il est trop tard, El Chapo, fantôme. Chaque heure qu'il reste libre, l'échec du gouvernement mexicain grandit, la panique se répand. Washington exige des réponses. Les États-Unis offrent tout, drones, renseignements, bots sur le terrain, tout ce qu'il faut. Le Mexique refuse, pas d'aide extérieure. La piste devient froide. Les semaines passent, les mois, pas de mots, pas de signes, rien que le silence. Puis, une faille. Dans les montagnes, des locaux repèrent des hommes armés se déplaçant autour d'une maison distante. Ils font un appel. Trop d'armes pour autre chose qu'un baron. Les autorités se verrouillent. La surveillance commence. Ils interceptent un appel radio. Nom de code, Tuya. Confirmation, El Chapo est proche. 6 mois après l'évasion, l'opération Black Swan devient active. Avant l'aube, les Marines encerclent le complexe connu seulement comme le ciel. Le calme explose. Les coups de feu déchirent à travers les murs. 5 hommes du cartel tombent. El Chapo disparaît sous le chaos, se glissant à travers un tunnel sous la baignoire.
Lui et son lieutenant principal rampent pendant près d'1 kilomètre, les poumons brûlants, les vêtements couverts de terre. Ils font surface, détournent une voiture, fuient dans la nuit. Mais cette fois, le filet se resserre. La police reprend leur piste à l'extérieur de la ville. Barrage routier. El Chapo offre des pots de vin, de l'argent, des terres, des emplois. Ça échoue. Il devient violent. Menaces, promesses, désespoir. Le monde regarde. La police refuse. Puis le mot arrive. 40 assassins du cartel foncent vers la scène. Pas de temps. La police emmène El Chapo à un petit motel, le menotte à un radiateur, barricade les portes. Des phares approchent. El Chapo sourit. Il pense que le sauvetage est là. Mais ce n'est pas le cas. Ce sont les Marines. Et cette fois, il n'y a pas d'évasion. La nuit où El Chapo a disparu, la prison la plus sécurisée du Mexique était silencieuse. Pas d'alarme, pas de garde qui se précipite. Pendant 40 minutes, personne n'a même réalisé que le baron de la drogue le plus recherché au monde était parti. Les avertissements avaient été là pendant des jours. Les détenus se plaignaient du son de creusage résonnant à travers le béton. Les gardes l'ont balayé comme rien. Ils ont ignoré les coups sur les portes de cellules. Ils ont ignoré les cris. Quand la vérité a finalement frappé, c'était le chaos. 34 personnels de prison, détenus, 12 libérés, 22 maintenus. 7 seraient formellement accusés. La pourriture allait plus profond. 13 arrestations de plus sont suivies, y compris l'ancien chef des prisons fédérales du Mexique, les directeurs d'Altiplano, abattus un par un. C'était plus qu'une évasion. C'était une autopsie d'un système, exposant chaque fissure, chaque pot de vin, chaque complice silencieux. Pourtant, après les retombées, après l'humiliation, El Chapo a été retourné à Altiplano. Ça ne durerait pas. Selon Damaso López Núñez, un loyaliste du cartel et ancien directeur adjoint de prison, le prochain tunnel était déjà en cours de planification. La famille d'El Chapo a tendu la main, a remis un acompte, $100 000 pour la terre. La machine d'évasion était en mouvement encore. Mais cette fois, le Mexique a bougé en premier. Le 19 janvier 2017, sous une pression implacable, El Chapo a été remis aux États-Unis. Sa nouvelle adresse, ADX Florence, la forteresse du Colorado. Ici, il n'y a pas de tunnel, pas de pot de vin, pas de sortie. Et les retombées ne se sont pas arrêtées avec lui. En 2021, Emma Coronel, la femme d'El Chapo, a été arrêtée à l'aéroport international de Dulles. Le FBI l'a accusée d'avoir orchestré l'évasion d'Altiplano et d'en avoir comploté une autre. Faire passer des messages en contrebande, coordonner les mouvements, tout s'est résumé à une note manuscrite et 2 initiés prêts à parler. Ses avocats ont nié qu'elle se soit rendue. Le DOJ et le FBI ont gardé le silence, mais les murmures disent qu'elle voulait un accord. Dans sa cellule, elle a été laissée avec rien d'autre que le temps et les conséquences. Et puis, il y a Núñez, El Licenciado, Mexico, mai 2017. Il est capturé avant qu'il puisse resserrer son emprise sur le cartel de Sinaloa, extradé vers les États-Unis le 6 juillet 2018. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les fils d'El Chapo, toujours en jeu, un enfermé dans une prison américaine, l'autre toujours libre au Mexique. En 2023, les officiels disent qu'ils ont coordonné à travers les frontières, à travers les barreaux. L'un monte dans un avion, destination El Paso, Texas. L'empire est fracturé, mais le réseau survit. El Chapo, enterré vivant à ADX Florence. Pas de visiteurs, pas de contact, pas de tunnel, pas d'évasion. La légende d'El Chapo a été construite sur les évasions, la défiance et la certitude silencieuse qu'aucune cellule ne pouvait le retenir. Mais maintenant, enfermé à l'intérieur de la prison la plus sécurisée d'Amérique, même lui doit faire face à la vérité. L'empire qu'il a construit
ne peut pas briser ses murs. Plus de tunnels, plus de plans, juste le silence et un homme qui dirigeait autrefois un empire, laissé avec rien d'autre que le temps et sa propre histoire résonnant à travers le béton.